D'accord. Bien, on est de retour de la pause. Nous continuons maintenant avec le Sénégal sur la corniche de Dakar face à l'océan qui sépare le Sénégal des États-Unis. Une cinquantaine de Sénégalais ont posé un genou à terre pendant précisément 8 minutes 46 secondes. C'est le temps pendant laquelle un policier blanc avait maintenu son genou sur George Floyd, un Afro-Américain qui est mort le 25 mai dernier à Minneapolis, aux États-Unis. Eh bien, cette manifestation a été organisée par un collectif d'associations au moment précis des funérailles de George Floyd du côté des États-Unis. La manifestation avait rassemblé une cinquantaine de personnes, le maximum autorisé pour un rassemblement en temps de Covid-19. Kofi Kanitom, on le voit, la mort de George Floyd a des échos jusque sur le continent. C'est simplement par solidarité entre Noirs. Oui, quand j'ai vu cela, c'était vraiment bien. Le 25 mai 2020, George Floyd a été lors d'un contrôle d'abord immobilisé et puis mis sous les contraintes, la pression du genou d'un agent de police jusqu'à son décès. Et cela également, quand j'ai vu ce qui s'est passé au Sénégal, je me suis demandé, est-ce qu'il y a la solidarité africaine? Parce que si de telles initiatives étaient nées, est-ce qu'on ne pouvait pas partager cela un peu dans les pays africains pour qu'à l'heure là, où ça se passait au Sénégal, ça puisse se faire dans presque tous les États de l'Afrique, tels que nous avons vu les réactions, choses dans tous les États des États-Unis d'Amérique et même dans certains pays qui n'étaient pas de l'Amérique. Ça aurait donné plus de poids et ça aurait dit cette solidarité que l'Afrique a de ses fils, l'Afrique a de ses enfants et ça devrait dire que l'Afrique ne veut plus subir un certain nombre de pressions, d'oppressions, de choses comment l'appelle-t-on, du dominant, la dominance là qu'on veut arrêter. Donc, vous voyez, 50 personnes, parce que peut-être ils auraient pu être plus nombreux que cela s'il n'y avait pas cette histoire de confinement et cette histoire de choses de distanciation sociale. Ils auraient pu être plus nombreux que cela. Mais le fait, même si c'était 50-50, imaginez tous les pays d'Afrique et que ça se faisait au même moment, ça aurait été plus retentissant. D'ailleurs, dans cette affaire, nous avons dit que l'Afrique ne s'est pas suffisamment fait entendre par rapport aux autres pays où les États, les autres États de l'Amérique, comment les citoyens ont pu braver cette histoire de pandémie pour sortir et envahir les rues et aller. Pendant ce temps, nous-mêmes, qui pleurons notre frère, nous sommes restés sur place et c'est des actions parcellaires, c'est des déclarations par-ci. Il n'y a pas eu une mobilisation des chefs d'État par rapport à la question pour voir ce qu'il y a lieu de faire, pour pouvoir se soulever à la hauteur des choses. Parce que pendant le temps... où le policier maintenait le monsieur pendant qu'il criait que je n'arrive pas à respirer et même l'accusation qui a été portée par rapport à la dame qui se rendait à l'épicerie qui a pu filmer cela parce qu'on lui a reproché de n'avoir pas assisté la personne alors que comment elle pouvait, et puis quand vous regardez sur le truc on entendait les cris sonores des gens qui étaient là et à chaque fois celui-là qui veillait, l'autre policier qui veillait avait la main qui se ramenait de chaque fois l'arme comme si quelqu'un venait, il était prêt à dégainer et la battre. Donc vraiment nous saluons ce que ces associations-là ont pu faire au Sénégal parce que ça dénote effectivement que nous avons un cœur humain et que nous pouvons plaindre nos martyrs. Et même malheureusement, je déplore que ce sera une action parcellaire qui n'a pas été suffisamment documentée pour être partagée avec les autres pays. Alors, pour que l'initiative peut naître d'un point. Mais si vraiment il y a solidarité, on peut l'étendre et puis ça peut faire le tour du monde. C'est le lieu choisi par cette association pour faire la manifestation, c'est l'île de Gorée. On sait que c'est de là que partaient beaucoup d'esclaves vers les États-Unis. C'est toute une symbolique aussi, cet endroit. Oui, c'est symbolique et le Sénégal se devait de rendre cet hommage-là à George Floyd parce que de par l'histoire, le Sénégal a été également un camp de concentration des esclaves qui partaient, tel que tu venais donc de le rappeler, de l'île de Gorée pour aller donc aux Amériques.
Donc, il le fait et on ne peut que saluer cela. Et je déplore aussi qu'au niveau donc des autres États africains, il y a même pas d'engouement, pas du moins c'est quelques citoyens qui déploraient du moins cet assassinat-là et qui essaient donc de caricaturer cela avec des images et tout ça que nous voyons. Au niveau des personnalités, du moins de nos chefs d'État, à part le président ghanéen qui a tué le 1er juin, aucun chef d'État africain ne s'est prononcé là-dessus. Il n'y a eu que le ministre, l'ancien ministre sénégalais et tchèque, bon, j'ai oublié un peu son nom, qui a également communiqué là-dessus. Donc, à part les deux, là, aucun chef d'État africain n'a communiqué sur la situation. C'est vraiment... C'est triste, en fait. Vous avez vu que lorsque les islamistes ont abattu, ont décimé nos confrères donc, de Charlie Hebdo, même nos chefs d'État étaient dans les rues de Paris et ils ont marché. Je me rappelle que le président béninois Yahya Boni a même versé des larmes. Mais aujourd'hui, c'est un Africain qui est décédé dans les conditions que nous connaissons tous donc aux États-Unis, mais il y a personne. Bon, quand on dit un Africain, bon, peut-être un Afro-Américain, mais il y a personne donc à part le chef d'État ghanéen qui puisse donc hausser le ton et dire que non, que ça suffit. Personne, il n'y a même pas d'initiative. Non, je dis que on serait peut-être dans un pays où les gens se respectent, même un chef d'État peut convoquer donc l'ambassadeur donc des États-Unis dans son pays pour l'écouter sur la situation. Je pense que c'est en Afrique du Sud, quelque part là où l'ambassadeur qui a été convoqué pour s'expliquer sur la situation. Ça a été juste... Oui. Imaginez qu'on a vu cela de manière répétitive donc dans les pays africains. Et ça aurait donné beaucoup plus donc d'effet à la chose. Mais il n'y a pas d'engouement. Et vous avez vu que même en France, cette affaire de George Floyd a ressuscité l'assassinat de Adama en France, où aujourd'hui l'exécutif veut rencontrer la famille et qu'on revoie le procès en ce qui concerne cette situation. Mais en Afrique, c'est silence radio. Non, mais c'est ce que je disais. Comment le silence de nos chefs d'État, parce qu'ils ont été très prompts à dire « je suis Charlie », ils ont fait des tweets et tout. Bon, ils ont porté même des lunettes Charlie. Oui, l'affaire de Charlie, ça touchait la liberté d'expression et tout. Mais là, on parle du racisme qui les touche également. Quand ils vont là-bas, on voit comment ils sont aussi moqués dans ces pays. Mais silence radio. Non, mais l'autre fois, on avait débattu de ce sujet ici. Je disais que ça démontrait combien de fois la suprématie de l'Occident est en vigueur dans notre existence. Pour se maintenir ou bien pour être là, l'Afrique est obligée de plier son dos et de se faire monter pour subsister. Donc, quand il arrive de pareilles situations, d'ailleurs, quand tu veux parler avec un coup de fil, on te dit, toi, si tu veux parler, tu es obligé parce que... On peut des représailles. De représailles. Et puis, tu te tais. C'est ça. Ça démontre encore combien de fois nous sommes encore sous l'emprise du colonialisme. Nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas. Moi, je pense que cette situation serait retournée quand les organisations là ont trouvé cette façon de pouvoir démontrer leur solidarité à George Floyd au cours de ces cérémonies. Et s'il y avait eu de ces branches-là qui s'étaient quand même formées un peu en Afrique, je pense que cet appel n'aurait pas manqué d'écho. S'ils avaient, quand ils ont trouvé ça, s'ils avaient essayé de lancer ça un tout petit peu, je pense que des accros se seraient mobilisés. Et même si les chefs d'État n'en parlaient pas, aujourd'hui, j'ai l'impression que les populations sont à même de pouvoir aider leurs chefs d'État là où ils n'ont pas la voix, apporter les voix pour eux. Donc, si jamais l'écho était lancé, il y aurait eu une mobilisation, ne serait-ce que dans la partie soit francophone ou dans toute l'Afrique. Et je pense que ça aurait donné plus de choses. Vous voyez que c'est un beau geste, mais qui s'est limité à un seul pays. Ça n'a pas eu tellement la portée que ça devait avoir. Et c'est ça qui crée un peu de souci pour moi. Oui. Je dirais même que, en fait, cette situation ressuscite en fait
l'idée donc de l'élection donc de président. Lorsque vous êtes redevable vis-à-vis donc des puissances occidentales, vous ne pouvez rien dire. Vous avez vu que lorsque au moment où le président américain, c'est-à-dire Donald Trump, avait déclaré une fois que l'Afrique est un pays de merde, c'est uniquement encore le président ghanéen qui lui a répondu avec des thèmes clairs. Oui, que même s'ils sont une puissance, ils doivent quand même se respecter. Donc, mais lorsque vous prenez au niveau donc des pays francophones, ce n'est pas tellement ça, parce que les gens donnent l'impression qu'ils sont presque des préfets au niveau de nos États. Et lorsque du moins le président français a déjà parlé, donc il parle donc à leur nom en fait. Donc en réalité, ici il s'agit donc des questions africaines où il faut véritablement sortir de leur grand. C'est plus la dépendance financière. C'est plus la dépendance financière qui nous met dans cet état. Dans cet état. Oui, dépendance financière. Parce que, vous voyez, je vois par exemple, le président ghanéen aujourd'hui, il s'est battu pour ne plus appartenir à cet engrenage de FMI et de Banque mondiale là. Mais ça n'a pas été du tout facile pour lui au départ. Mais aujourd'hui, quand il ne dépend plus financièrement, quand il parle, qui viendra lui dire quoi? Même la dernière fois, il a fait recours au FMI. En fait, je savais qu'on devait lui créer. D'ailleurs, ça avait commencé. Mais n'eût été quand même le coronavirus. Le Ghana se suffisait en réalité. Parce que les emprunts, c'est uniquement les autochtones ghanéens qui ont. Et d'ailleurs, en ce moment, j'avais craint un autre problème qui devrait embraser le Ghana. C'est le problème de Togoland, là où les gens commençaient par vouloir embêter. Parce que ça devait créer des affrontements, et ça devrait commencer par de solliciter des armements, et puisque c'est par là on rentre pour pouvoir nous avoir ici, et ça devait susciter de ces trucs là. Voilà, heureusement que ça s'est apaisé. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas financièrement très fort, vous êtes obligé de faire profil bas devant certaines situations, et quand on vous demande de faire certaines choses, vous êtes obligé de faire, parce que quand vous ne ferez pas, vous aurez toujours des problèmes. Regardez, nous sommes aujourd'hui en pandémie. Chez nous, nous disons que nous comptons moins de morts que peut-être en France. En France, pas peut-être pas en France, mais est-ce que c'est nous qui aidons la France, ou c'est la France qui veut nous aider dans notre moindre cas? Nous attendons de l'aide de là-bas. Et parce que nous-mêmes n'avons pas les moyens pour pouvoir nous autosuffire et puis faire quoi que ce soit. Quand il adviendrait que, vous-même vous le dites, si tu es avec ton patron, un de tes chefs qui assassine ton papa, et c'est auprès de lui, tu dois aller prendre l'argent pour atterrir ton papa. Est-ce que tu peux faire un boucan? Mais c'est triste, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que c'est de lui. Ça dit que si tu dois atterrir ton papa, c'est un bel exemple que tu viens de donner, mais jusqu'à quand? Parce que si à chaque fois il faut faire courbette, il faut faire allégeance donc à la France, tout ce que du moins ces pays-là, ces occidentaux ramènent ici, où tous ces soutiens-là, c'est parce qu'ils viennent ici puiser, ils viennent également puiser ici. Attends, j'étais en train de suivre un documentaire là où on nous disait qu'avec les gestes de l'orange, on produit un certain nombre de produits qui rentrent dans les cosmétiques. Alors que c'est nous qui avions des orangers ici, des oranges que nous jetons à tout bout de champ. On a parlé également d'un certain nombre de trucs qu'on peut faire avec les amandes de choses, les noyaux des mangues que nous jetons sur les dépotoirs ici et qui peuvent servir dans les cosmétiques. Donc tout ça là, nous avons ici, nous n'avons pas cette politique de transformation. Donc ça part ici, très moins cher, et ça nous revient très cher. Et nous achetons, nous n'avons pas de moyens, nous sommes obligés de nous croiser. Donc l'Afrique doit s'unir. Non, cependant, nous sommes allés autant que faire de grandes études, nous sommes revenus. Il a fallu que Corona arrive ici avant que l'université nous démontre qu'elle a la capacité de nous fabriquer des cache-nez et puis des gels hydroalcooliques. Alors maintenant, après toutes ces manifestations, est-ce qu'on va avoir des changements perceptibles, surtout au niveau des États-Unis, dans la relation vis-à-vis des Noirs? Je peux dire que tout de suite non, parce qu'il y aura encore du temps. Parce que si on doit prendre de Martin Luther King aujourd'hui, et que le racisme persiste encore avec les Rosa Parks et tout ce que nous connaissons, non, ça veut dire que en réalité, les Afro-Américains doivent se battre. Ils doivent continuer par se battre pour avoir quand même cette plage-là donc de liberté, parce que
les suprémacistes blancs, il y a encore des gens qui sont là, qui existent, qui vont continuer également à parfaire des enfants dont certains peuvent toujours épouser l'idéologie ou la pensée donc de leurs parents, de leurs ancêtres. Donc ça va continuer. Donc l'Africain et les Afro-Américains doivent se battre. Vous savez, Obama qui est devenu président donc aux États-Unis, il faut encore attendre peut-être plus d'un demi-siècle pour prétendre encore avoir un blanc donc aux États-Unis, parce que au cours donc de son mandat également, on a vu que ces actions-là le racisme, tout ça, même lui-même. Et donc je crois que je sais pas la manière dont le racisme va disparaître donc aux États-Unis, mais ce serait peut-être de la répétition, une succession de répétition. Et bon, quand nous regardons ceux qui sont en train encore de protéger ce racisme aux États-Unis d'Amérique, nous constatons que c'est des gens qui sont bien, qui ont de l'argent. Et justement, à un moment donné, quand beaucoup de personnes condamnaient, ils étaient résilients tout petit peu. Mais lorsque Donald Trump venait et qu'il avait besoin de la popularité de ces gens-là, c'est le discours qu'il a tenu qui a encore envenimé les choses aujourd'hui. Donc ça fait que les gens se sont dit puisque le chef de l'État cautionne, donc nous allons maintenant nous montrer, et c'est ça qui a remis les choses. Sinon, à un moment donné, tout allait mieux. Et il faut voir d'ailleurs, quand on fait la lecture, quand Floyd est tombé, ce n'est pas seulement les Noirs, les Afro-Américains qui sont sortis. Même les Blancs étaient sortis, et ma foi, c'était très bien dans une mêlée là où il y avait le Noir et le Blanc qui revendiquaient la bosse. Ça veut dire qu'ils sont nombreux, mais seulement ceux-là qui continuent pas à perpétrer ces choses-là sont issus de familles très nanties. C'est des industriels, donc c'est eux qui encouragent des choses encore comme ça. La preuve, c'est que quand on a pris le monsieur, on est allé, qu'est-ce qu'on lui a collé comme chose, pénalité, c'est chose homicide involontaire, ou est-ce que c'était involontaire? Mais après c'est revu, parce que des gens criaient. Si des gens n'avaient pas crié, ce serait resté ainsi. Donc ça veut dire que quelque part, c'est des personnes bien intentionnées, comptant sur ce qu'ils ont comme potentialité, qui créent de ces choses-là. Et c'est pourquoi ça ne va jamais finir. On va aller maintenant à la pause et puis nous allons revenir après pour le dernier sujet.